Bon, 18h35, on y va, ça vous va? Oui? Alors, je vais me prêter à un exercice que je fais jamais, même si vous pouvez constater que je prends souvent la parole en public. Alors, je vais croiser les jambes déjà, c'est pas pour le style, hein, c'est juste pour poser les feuilles. D'animateur, présentateur, modérateur. Alors, j'imagine que je vais pas avoir à modérer beaucoup les amis qui sont présents ce soir. Mais on vous propose un échange un type de discussion. Donc c'est pas un interview, c'est pas. Je vais pas faire le Bernard Pivot, ni la grande librairie, je vous rassure. Même si j'ai quand même préparé des questions. Voilà. Et donc on vous remercie déjà d'être venus ce soir pour cette soirée donc qui est organisée par le NPJJ que vous connaissez. Alors le NPJJ c'est une grande maison, mais il y a des gens dedans. Et ça a été aussi travaillé dans les coulisses avec Bénédicte qui est là, donc qui est la responsable de la médiathèque, que j'étais venu voir comme souvent quand je viens, au fumoir ou dans les couloirs. Vous verrez, ça rime beaucoup ce soir. Pour lui proposer la soirée. Et comme d'habitude, elle m'a dit oui. Enfin, elle me dit pas oui pour tout évidemment, mais au moins pour ça, elle m'a dit oui. Et donc ça vient d'il y a quelques mois, et on en parlait tout à l'heure avec les amis. Entre quelques mois et aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vite, voilà. Donc très heureux d'être avec vous ce soir, et donc cette soirée on l'a intitulée Moi poète. Pour ceux qui ont regardé, je vais pas poser la question, il y a un point d'interrogation, donc c'est bien une question, c'est pas une affirmation. Et on a travaillé ça avec les amis durant quelques jours, et c'est ce qu'on vous propose ce soir. Donc la soirée elle va se dérouler en 3 temps, une petite discussion entre nous, ensuite, écoutez, les questions du public, si vous avez des questions, d'accord? Et après, un petit moment particulier de lecture de poèmes et de textes qui ont été écrits par les 2 acolytes qui sont là ce soir. Ça va comme menu? Super. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter donc les deux personnes qui sont là ce soir. En commençant par, à ma droite, donc par Khaled Miloudi, que certaines et certains d'entre vous connaissent déjà, qui vient à l'école, notamment à l'école de NPJJ depuis le mois de janvier 2023, et qui m'accompagne sur la ruche pédagogique de l'école. Voilà, on propose des ateliers, tout un tas de choses, et on prépare toujours un spectacle au mois de janvier avec notamment les éducateurs en formation. Au demeurant, Khaled est écrivain et poète, hein, sinon il serait pas là. Il a écrit donc un ouvrage qui est paru il y a quelques temps, donc tu m'excuseras pour la date, mais je sais que tu pourras donner les détails, qui s'appelle Les couleurs de l'ombre, voilà, qui retrace son vécu. Donc il y a un vécu quand même derrière, on aura peut-être l'occasion d'en échanger à un autre moment, qui est donc paru aux éditions L'Équateur. Voilà. Et alors, on va laisser la discussion se faire pour que vous découvriez les invités. Il a aussi reçu donc le prix, alors tu me corriges, Khaled, Blaise Cendrars, voilà, c'est ça, sur un poème que tu avais écrit. Et tu as été édité dernièrement dans un livre qui est donc là, au tout devant, qui s'appelle Paris est un livre, où Monsieur Miloudi, excusez du peu, côtoie Victor Hugo et consorts. Et voilà, il a écrit un texte dans cet ouvrage-là. J'ai oublié de vous préciser que vous verrez que donc nos 2 invités sont venus avec leur ouvrage. Voilà, donc dans l'idée, voilà, ils sont en vente. Donc si ça vous intéresse, vous aurez toute l'occasion de pouvoir les acquérir aujourd'hui ou un autre jour. C'est pas une obligation. Aujourd'hui, il y a des ristournes. En plus, voilà, c'est juste avant les fêtes. Et ensuite, je vous présente donc à ma gauche donc Baptiste Pisina, qui lui aussi est poète. Voilà, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Khaled, et donc à qui j'ai proposé donc d'être présent ce soir, qui lui aussi est assez prolifique, mais on a décidé ce soir, même si on fera peut-être un tout petit détour sur autre chose que tu as écrit bien avant, qui a rédigé deux bouquets, notamment deux recueils de poèmes, dont un que moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'il faut dire que Baptiste, il a quand même
le chic pour les titres, qui s'appelle L'irrésistible odeur des flingues. Voilà. Donc petit bootleg, pas épais, mais percutant. Voilà, qui est donc aux éditions Maelstrom, qui est une maison d'édition belge, c'est ça. Et le deuxième qui est paru très très récemment, qui s'appelle Canif. Voilà, pareil, petit recueil un peu plus consistant, toujours aussi percutant, et toujours aux mêmes éditions, aux éditions Maelstrom, qui a reçu le prix aussi, alors là, de la Maison de Poésie 2024, c'est ça? Ouais. Fondation Émile Blémont. Bon, c'est des trucs un peu pompeux, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'en dis suffisamment, mais pas assez. Mais c'est comme ça, on va pas tout dire ce soir. Et puis, comme ça vous laissera tout le choix et le temps des questions. Alors, pour commencer, première question comme ça qui m'est venue, mais que j'ai préparée, donc je vais vous dire qu'elle m'est venue. Je sais que vous êtes amis, donc Khaled et Baptiste, et ce que j'aimerais savoir, c'est où et quand vous vous êtes rencontrés. Donc la première rencontre, ça s'est passé où? Khaled, si tu veux commencer. Au Printemps des Poètes. On avait un ami marché de la poésie. Au marché de la poésie. Ouais, on avait un ami en commun qui s'appelle Alexis Bernot, qui est poète aussi et traducteur, et qui avait rencontré lui-même Khaled en Bretagne quand il a eu son prix pour le poème Face contre sable. C'est ça. Qui m'a valu le prix national Blaise Cendrars. Et Alexis est un très bon ami à moi. Et donc voilà, une rencontre en appelle une autre. Et puis il nous a présenté. Et ça a fait son petit bout de chemin jusqu'ici. Et jusqu'ici, tout va bien. Ok. Alors, pour le coup, on va squeezer les préliminaires. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, si vous me permettez, je m'explique. Donc, à l'heure là, où partout, tous les discours, les institutions, la société, elles nous convoquent par des injonctions, des sentences sévères, voire même angoissantes, pour chacune et chacun de réussir, de s'insérer, d'être performant, d'être productif. Vous vous présentez ce soir en tant que poète. Alors, poète, est-ce que c'est pas un peu provocateur? Non, pas du tout. En ce qui me concerne, la poésie s'est imposée à moi comme une évidence. Dès que la porte de ma cellule se refermait, que le verrou claquait, c'était ma seule issue. Donc j'ai écrit de la poésie pour mettre de la lumière sur mes bleus à l'âme de mon enfance, pour agrandir mon espace intérieur, pour voir plus haut, plus loin que les murs qui m'entouraient, pour me sentir moins seul. J'ai écrit de la poésie aussi pour éclairer l'obscurité de mon désarroi, pour continuer d'exister, pour survivre. Ok, merci. Baptiste, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Non, c'est pas provocateur. Alors après, on est peut-être des inadaptés, ça je sais pas. Mais ce que dit Khaled, c'est la question de l'écriture et le rapport aux mots. Parce qu'au fond, la poésie, il y a trois choses. Il y a la poésie comme genre littéraire, qui intéresse assez peu de personnes à l'échelle d'un pays. On est 70 millions, il y a 3% de lecteurs et de lectrices. Bon, autant dire que c'est une niche dans laquelle peu s'engouffrent. Il y a la poésie comme métier. On fait une rencontre ce soir, on fait des ateliers d'écriture, on fait etc., qui permet de vivre un peu. Si vous voulez vous constituer un gros PEL, je vous le déconseille, faites autre chose. Et il y a la question de l'écriture, qui est là quelque chose qui était central pour Khaled et qui était central pour moi aussi, et qui effectivement permet de répondre à une urgence ou un besoin à un moment donné, parce qu'on a traversé des choses difficiles dans la vie, des deuils, etc. Bon, je vous passe les détails, et qui s'impose effectivement, comme dit Khaled, à un moment donné, il faut qu'on mette des mots sur des sentiments, des choses qu'on ne peut pas exprimer autrement que par l'écriture. Voilà. Des choses qu'on n'arrive pas à dire, mais qu'on peut écrire, qu'on peut essayer d'écrire. Et voilà, grosso modo, c'est plus le geste d'écrire. Et qu'est-ce que ça fait à nos vies aujourd'hui, dans un monde où tout va très vite, où on rentre très vite aussi dans des carcans. Voilà. Alors je dis ça dans une école qui forme des gens. Et bon,
Mais comment de temps en temps, l'écriture, ça nous permet aussi d'inventer un monde à notre mesure, au-delà du monde qui nous est imposé ou des injonctions à vivre tel qu'on nous demande de vivre. Voilà. Donc c'est le choix effectivement d'une vie peut-être un peu plus précaire d'une certaine façon, mais heureuse pour moi en tout cas, et pour Khaled aussi aujourd'hui je pense. Oui, et juste pour compléter ce que tu dis, moi j'ai écrit aussi pour apprendre à me connaître, à me découvrir, pour me parcourir, et voilà, comme tu disais, pour agrandir mon espace intérieur. Oui, puis on oublie aussi peut-être que c'est... Je veux dire, on est quand même dans un pays où on a la chance. Là, on a visité toute l'école aujourd'hui, la médiathèque, la bibliothèque, etc. Bon, il y a des ressources partout, en accès libre. Et en fait, comme on y a accès facilement, on oublie souvent que c'est une chance d'être proche des mots, d'être proche des livres, d'être proche d'un savoir, de pouvoir écrire, de trouver facilement des stylos, des ordinateurs, etc. Mais si on élargit un petit peu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être poète en Palestine, être poète en Ukraine, être poète, je sais pas où, dans n'importe quel pays qui connaît une dictature, etc. Bon. Et là, ça change tout de suite le rapport. On se dit, mais en fait, nous, on a des choses accessibles et c'est dommage de ne pas en profiter. C'est un peu du gâchis. Alors je sais, aujourd'hui, les iPhones, Instagram, c'est difficile d'y résister, de scroller pendant des heures, mais on peut faire moitié-moitié, quoi. On peut équilibrer. Ben, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, Baptiste, là, parce que tu dis justement que ce choix de la poésie, c'est plutôt un choix heureux, parce que tu as à peu près dit ça. Juste, alors, je vais demander à toi particulièrement, parce que tu dis que tu as écrit, mais tu as déjà beaucoup écrit, et c'était pas forcément que de la poésie. Puisque t'es pas né poète, évidemment, il me semble. Donc tu faisais bien quelque chose avant. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je sais que tu as beaucoup écrit, notamment dans ta vie antérieure, notamment une thèse, non, c'est ça? Ouais, ben moi au départ j'ai un parcours scolaire un petit peu déglingo, voilà, pas terrible, un bac technologique, des classes redoublées, etc. Bon, si on m'avait dit que j'allais écrire de la poésie ou que j'allais faire des études supérieures, j'aurais pas parié là-dessus, hein. Je faisais du skate, je faisais un peu n'importe quoi. Et effectivement, après, je suis parti en voyage et puis je me suis inscrit à l'université et j'ai commencé à faire de la sociologie. Voilà, et ça m'a plu énormément. J'ai découvert plein de choses. D'abord que je savais rien, que j'étais un peu plus bête que ce que je pensais. Et donc je suis rentré dans les sciences sociales et puis je suis devenu sociologue. Voilà. Pendant plusieurs années, enseignant-chercheur. J'ai enseigné à l'université, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à écrire surtout là, mais c'était pour des colloques ou des ouvrages de sciences sociales ou pour des revues, etc., scientifiques. Et puis, j'écrivais en marge aussi deux, trois petites choses un peu plus intimes, un peu plus libres. Mais je suis entré effectivement dans la poésie via les sciences sociales. D'accord, ben merci. Et Khaled aussi, tu as dit des petites choses un peu évocatrices. Voilà, tu as parlé d'un endroit ou d'une situation que tu avais vécue et on en a parlé un peu tout à l'heure. Tu disais justement, on avait un petit échange avant de venir. On était déjà en train de faire l'échange dans le couloir. Bon, voilà, on a dit tiens, on aurait dû filmer tout de suite. C'était fait comme ça. Et sur l'arrivée de la poésie, toi tu parlais justement qu'elle était arrivée plus ou moins voilà, dans l'enfance aussi, mais qu'il y a un moment donné dans ton parcours où elle a pris une ampleur beaucoup plus déterminante. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus, sur le moment qu'elle a pris, enfin, ce moment déterminant? Au départ, c'était par rapport à la barrière de la langue. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans en France, mon père était analphabète. Et puis bien sûr, les premières lectures à l'école. Il y a eu un apprentissage difficile de la langue française, dont je suis tombé amoureux très tôt, et j'ai compris, j'ai touché du doigt un peu qu'effectivement, ça me permettait, comme un non-dit, mais ça me permettait d'exprimer ma sensibilité, et puis ça me permettait aussi de communiquer avec mes copines de l'école, avec qui je glissais quelques billets doux dans leur cartable. Et puis, il y a eu une coupure, une césure pendant presque un quart de siècle
Et après, dans cette cellule, voilà, c'est la poésie qui m'a permis de trouver l'issue de secours de mon propre labyrinthe. J'avais le sentiment que j'étais une coquille vide, mais la poésie, j'ai pas cherché à écrire de la poésie. Elle s'est imposée à moi, comme je vous disais, naturellement, comme une évidence presque. Et parfois, souvent, je déclame un poème. Pour moi, c'est mieux qu'un long discours. Au travers d'un poème, tout passe. C'est court, c'est profond, c'est quelque chose d'intérieur. Et bien sûr, la poésie m'a relié aux autres, m'a relié au monde. Je pense que la poésie aussi m'a aidé à m'ancrer dans cette humanité, puisque voilà, j'ai fait 29 ans d'incarcération. Et je peux dire que grâce à la poésie, grâce aux mots, je suis devenu un homme meilleur. Ben merci. Mais juste, je vais insister. Tu disais, il y a la rencontre avec la poésie en tant que telle, les textes. Est-ce qu'il y a, c'est vraiment une question de naïve, mais est-ce qu'il y a une rencontre aussi? Est-ce que tu sais qu'on se fait pas tout seul, bah tu sais très bien, mais est-ce qu'il y a une rencontre aussi qui a été déterminante, qui t'a poussé à y aller vraiment, qui t'a inspiré à y aller vraiment? En dehors des grands auteurs que j'ai lus dans ces cellules et au travers de mon parcours carcéral, je crois que c'était avant tout une rencontre intérieure. D'accord. Ben, merci Khaled. Alors, on va aller un petit peu plus maintenant dans ce que vous avez écrit, parce que j'ai lu. Je sais, c'est bien de le dire quand même. J'ai travaillé. Et alors, pour dire d'abord que vous avez des styles qui sont relativement différents, mais j'aimerais bien commencer donc par toi, Baptiste, en te posant la question suivante, parce que je t'avoue que la chose qui m'a le plus interpellé dans ton écriture, c'est la quasi-absence de rimes qu'on va appeler conventionnelles, voilà, si je peux dire, hein, classiques, voilà. Et dans l'irrésistible odeur des flingues, d'ailleurs, tu déroules un poème à la page 42, sur l'injonction de la poésie métrique. Alors, pour moi, hein, ça m'a semblé quand même une véritable prise de position. Voilà. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un pied de nez au classicisme de la poésie, voilà, ou simplement un style qui te correspond le mieux et qui te permet d'arriver à écrire ce que tu veux exprimer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière ça, ce rapport justement à la non-poésie métrique, enfin voilà. Ah, c'est peut-être un rapport au cadre, c'est peut-être un traumatisme scolaire. La poésie, c'est à l'école, et à l'école, c'est chiant, la poésie. C'est parce que, bon, je pense, lire Victor Hugo ou lire Mallarmé à l'école et le lire en prison, je pense que ça n'a pas du tout la même portée, en fait. Et à l'école, c'est chiant, voilà. Parce qu'on ne peut pas le lire comme Khaled a pu le lire. Parce que quand il lit, je pense, Victor Hugo dans une cellule, il le lit avec sa vie, quoi, avec son estomac, avec tout. Nous, on est là, on est obligé, machin truc, et compter les vers, et truc, machin. Bon, et en plus, ça parle d'un monde qui est assez vieux, on ne fait pas le lien avec la vie aujourd'hui. Bon. Donc, il y a un peu oui, c'est un peu l'idée de faire l'école buissonnière. Parce que là, je peux m'autoriser de le faire. Après, au-delà de ça, la question peut-être plus fondamentale pour moi, c'est la question du sens aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi continuer à perpétuer des formes qui s'éloignent un peu du monde dans lequel on vit, et qui est un monde relativement violent. Il se passe des tas de choses, il y a la guerre partout, et on ne peut pas faire comme si on vivait en dehors du monde. Et donc le sens, pour moi, prime quand même sur la forme. C'est-à-dire, évidemment, il faut de tout, et je ne suis pas contre l'expérimentation formelle, et il y a toutes sortes de textes littéraires, poétiques, etc. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, j'ai besoin, même si c'est un travail sérieux, de découpage, de montage, etc., de forme, quelque part, mais que le sens soit là, que ça raconte quelque chose. Voilà. Et donc, j'ai tordu le bâton un peu dans l'autre sens. J'ai fait l'école buissonnière, et bon, voilà, c'est pour ça que je dis la poésie métrique. J'ai un peu... alors, j'avoue que j'avais en tête quelqu'un en particulier, hein, dont je ne citerai pas le nom, qui fait beaucoup de poésie métrique. Mais et la réponse, elle est aussi page 45. Je dis, en fait, beau n'est pas suffisant pour dire le monde aujourd'hui.
jouer avec les mots est une insulte faite à celles et ceux qui, chaque jour, perdent la parole en cours de route. Bon, voilà, la réponse, elle était là pour moi. Aussi, il faut savoir, parce que ce texte dont tu parles et où j'attaque, entre guillemets, la poésie métrique, c'est un texte qui est lié à une invitation dans un festival à Bagdad, en Irak, dans un contexte qui était très très chaud. Et une semaine avant de partir, il y a eu des attentats sur la villa du Premier ministre, machin, etc. Et donc, ça a été des chars partout dans la ville. Bon. Et je suis pas allé là-bas. Mais ce texte naît de cette invitation à laquelle finalement j'ai pas répondu parce que c'était compliqué d'aller là-bas, un peu dangereux tout ça. Il fallait faire un choix. Donc j'ai appelé un ami irakien qui m'a dit bon voilà, va pas jouer au martyr, c'est compliqué. Mais ça m'a posé beaucoup de questions sur l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire faire de la poésie aujourd'hui, ici, là-bas, qu'est-ce que ça veut dire être invité dans un pays qui est une poudrière, où on paye le billet d'avion, alors qu'il y a des tas d'Irakiens qui risquent leur vie pour sortir du pays, qui essayent de passer en Angleterre, qui meurent en mer sur des canaux pourris, enfin je veux dire... D'un coup, ça crée un problème éthique, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la poésie? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la poésie? On fait pas grand-chose. Il faut juste le rappeler. C'est-à-dire que, voilà, on fait ce qu'on peut, mais comparativement à ce que peuvent vivre des gens, bon, ça posait question. Et donc, ce texte est né un peu de ça. Et c'est pour ça que j'étais un peu dur avec juste l'expérimentation formelle, l'art pour l'art, voilà, on fait de la poésie pour faire de la poésie parce que c'est beau, etc. Bon, voilà, ça me semblait compliqué de tenir que ce discours-là dans le monde dans lequel on vit. Oui, je sais qu'il y avait des réponses. De toute façon, il y a des réponses à toutes les questions que tu poses dans le bouquin. C'est pour ça, mais il fallait que je te la pose quand même. Mais tu le réponds même avant, il me semble, hein, quand tu dis poésie métrique, et tu termines par poésie M apostrophe métrique. Bon, j'avais déjà vu un peu où tu voulais aller. Mais oui, je vois bien. Je vais te questionner plutôt ensuite toi, Khaled, sur, pareil, ton rapport à l'objet poésie. Alors, tu as déjà un peu répondu, tu m'as doublé, mais c'est pas grave. J'avais quand même ma question, tu sais, on en a parlé ensemble, d'ailleurs, on en a parlé bien avant ce soir, hein, de ton rapport à l'objet poésie. Mais tu me disais quand même que c'est pas quelque chose, voilà, ça t'est pas venu sur le tard. Tout à l'heure, tu expliquais que ça avait un rapport aussi à la langue, au fait que ton père parlait pas français, enfin, voilà. Et tu parlais justement du rapport, bon, tu t'en es servi aussi avec les filles. Bon. C'est une époque à l'ancienne là quand même. Hein. Genre, je sais pas si aujourd'hui ça marche encore les poèmes, mais ça doit être écrit en onomatopée, voilà. Donc j'imagine, ça fait vraiment les anciens, c'est les râleurs quoi. Mais non, si j'avais une question, c'est qu'est-ce que tu as trouvé au-delà de ce que tu as dit par rapport à la langue, tout ce que ça met derrière, mais qu'est-ce que tu as trouvé déjà si jeune dans cet objet-là, la poésie? T'en parles un peu dans le livre quand tu décris un peu les décors, où on voit déjà que t'avais déjà une forme de sensibilité que tu as retrouvée plus dans la poésie que dans autre chose. Oui, ça m'a permis de décrire un peu l'arc-en-ciel de mes émotions, de mes sentiments, de ce que je ressentais. J'arrivais à mettre des mots justes, des mots vrais, des mots qui me touchaient dans le mille. Donc la poésie, très tôt, tout de suite quand je l'ai découvert, dès que j'ai commencé à maîtriser la langue française, je sais pas, il y avait cette musicalité, il y avait quelque chose d'authentique, il y avait quelque chose d'entier. Et là où je rejoins Baptiste, moi j'ai des poèmes qui riment, mais j'ai pas cherché la rime, elle s'imposait parfois comme ça, parce que voilà, dans cette authenticité, dans cette originalité, dans cette sensibilité, la musicalité, elle venait comme ça, mais je la cherchais pas. Ma prof de littérature et de théâtre m'a dit un jour, je faisais partager mes premiers poèmes. Et les premiers poèmes, voilà, j'essayais de les travailler, de les reprendre, d'essayer de chercher la rime, justement. Et un jour, je lui ai fait partager un poème très simple qu'un enfant de 14 ans aurait pu écrire, très puéril. Et elle m'a dit, Khaled, quand tu écris, essaye de redevenir le nouveau-né que tu étais. Ça m'est resté quelque part. À chaque fois que j'écrivais, j'essayais de me débarrasser de toutes ces influences que j'avais pour essayer d'apporter ma singularité, quoi. Et la poésie, c'est ça aussi.
n'y a pas besoin d'avoir des grands noms. Je crois on est tous poètes et je ne sais lequel est le plus poète de celui qui écrit et de celui qui lit. Après, juste, je rebondis sur un petit truc. Moi, j'ai jamais attaqué la rime, hein, parce que j'ai commencé, comme pas mal de gens aussi, au lycée, j'écrivais des petits textes de rap qui rimaient, tout ça, mais parce que dans tes poèmes, il y a du sens. Tu racontes quelque chose. Là, moi, je m'attaque à la poésie formelle, vraiment pure et dure, où je vous montre ça, vous me dites, bah, j'ai pas fait maths sup, maths spé, je comprends rien, en fait. C'est abstrait, abscon, c'est froid, les mots sont dispersés, mais il n'y a pas d'histoire, c'est vraiment de l'expérimentation comme ça, formelle. Bon, bah, faites de la peinture, en fait, les gars. Si vous avez rien à raconter, c'est pas grave. Mais juste, ça gâche du papier, ça crée des problèmes écologiques. Ouais. Mais la rime, c'est cool, hein. La poésie, j'en parlerai tout à l'heure dans le texte que j'ai écrit, mais ouais, elle doit pas être incompréhensible, justement, elle doit nous relier à l'autre, un peu comme dans la vraie vie, un peu comme on parle comme ça, un peu comme on partage nos émotions, voilà, des choses toutes simples de la vie, et j'aime cette poésie, moi. Ouais. Ah oui. Couloir, fumoir, ça a marché, hein, tout à l'heure. Ouais, je sais, j'écris aussi un peu. J'avais aussi envie de vous poser une question, parce que ça, pour le coup, on n'en a pas forcément parlé, même si on se dit beaucoup de choses, mais ça me faisait penser à la préface de Bourdieu dans les Méditations pascaliennes, où on lui demande l'injonction toujours de devoir s'affilier, s'il devait s'affilier à quelqu'un. Et il a une réponse étonnante, parce qu'il parle de Pascal. Je dis, bon, je m'attendais à d'autres, moi. Mais voilà, d'où l'ouvrage des Méditations pascaliennes. Bon. Eh ben, je suis désolé, j'ai envie de poser la même question, mais en parlant d'inspiration, enfin, d'inspiration directement, voilà, en termes de poète, toi tu parles, j'ai vu que tu parlais aussi dans tes recueils de poétesses. C'est vrai que là on dit poète, mais il y a aussi des poétesses. On profite pour le souligner. Voilà, est-ce que vous avez, un poète, une poétesse en particulier qui vous a marqué, qui vous accompagne, qui vous a inspiré? Voilà, que vous pourriez dire, oui, je peux me sentir affilié à tel ou tel poète. Khaled, si tu veux. Oui, bah alors Ouais. si je dois en citer qu'une que j'ai lu à l'école et que j'ai relu entre ces quatre murs, Albertine Sarrazin. Tu peux nous en dire juste un peu plus sur elle, s'il te plaît? Oui, elle a un parcours aussi incroyable. Donc, elle a une belle plume, mais surtout, un jour, elle a décidé elle est tombée amoureuse d'un jeune garçon qui était un mauvais garçon. Et puis après des délits qui ont été commis, elle s'est retrouvée incarcérée. Elle a commencé à écrire, elle a reçu un prix. Et puis un jour, elle a essayé de s'évader, et puis en tombant, elle s'est cassée l'astragale, le petit os de la cheville. Et elle est morte très jeune, justement, par rapport à ça. Elle est morte très jeune, donc ouais, c'est quelqu'un qui m'a, justement, tu parlais de sens tout à l'heure dans l'écriture, c'est quelqu'un qui a écrit, qui a posé ses tripes sur la table, qui n'a pas triché. Et je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas lu, vous allez rentrer un peu dans son univers. Merci Khaled. Baptiste? Bah moi, il y a une poétesse qui est là, justement, qui s'appelle Sonia Cambretto. Si vous connaissez pas, je vous conseille. C'est une poétesse vivante qui est dans des... Et ça particulièrement celui-là, qui est son dernier, qui s'appelle Peine mineure. Et comme on est à l'ENPJJ, ça peut vous intéresser sur des jeunes délinquantes. C'est un texte hybride entre la poésie orale, le témoignage, le reportage. Elle a passé beaucoup de temps dans un centre pour mineurs, en fait, avec des jeunes délinquantes, et partager leur vie, tout ça, et restitue ça de façon assez incroyable. Et tous ces livres sont super. Ils sont souvent montés au théâtre. Elle tourne pas mal, sous forme de spectacle. Elle travaille beaucoup avec les jeunes aussi. Et voilà, ça c'est de l'actualité, c'est tout chaud, c'est super. Allez-y, les yeux fermés. Après, si tu veux qu'on parle de vraiment toutes nos influences, les trucs, bon, on peut inciter. Oui, parce que je sais que tu côtoies quand même dans ce que tu fais toi, il n'y a pas que de la poésie. Je vois bien que tu côtoies Batman. Enfin, alors ouais, il y a Batman, il y a Marty McFly, il y a Terminator, il y a Rambo. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est un mélange, quoi. C'est un mix.
C'est un mix, ouais. Bah, j'ai besoin que ça se mélange aussi à la culture populaire, si on peut dire, parce que c'est... Bon, je sais pas, déjà, ça donne autre chose. Et c'est ancré dans le réel. J'aime bien recycler les choses qui existent. Les gros blockbusters, qui sont pas dans les scénarios, ou la morale, ou ce qu'on veut, pas forcément génial. Mais il y a toujours des choses qui passent, qui racontent quelque chose sur l'époque, et dont on peut faire usage. Voilà. On n'est pas toujours obligé de citer Kant ou Aristote ou je sais pas quoi. Voilà, il y a d'autres choses. Moi, j'adore le cinéma, j'adore les films. Je suis aussi arrivé un peu à l'écriture comme ça, poétique ou fragmentaire, par les images, par la photographie. J'ai fait beaucoup de photographie. Et donc, le cinéma, voilà, si j'avais assez de patience pour faire des dossiers de subvention, assez de matériel et assez de courage de travailler avec beaucoup de personnes, ce qui n'est pas du tout mon cas parce que je suis très solitaire, ça m'angoisse de travailler avec des groupes, mais je ferai du cinéma, j'aime beaucoup ça. Merci. Alors j'avais prévu une question un peu particulière, la question à 100 000 $, ou un appel à un ami, voilà. Bah, si à 100 000 $, j'y réponds. Hein. Ouais, ben on va voir. Petite question un peu humoristique, mais enfin, je suis pas persuadé qu'elle le soit tant que ça. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit en société, ou en soirée, ou dans des moments mondains, quand on boit un verre, on discute avec des gens qu'on connaît pas, auprès de personnes justement que vous ne connaissiez pas, et lorsque vous avez dit que vous étiez poète, comment les gens réagissent, ou comment ils ont réagi? Khaled? En ce qui me concerne, déjà intramuros, quand mes co-détenus apprenaient que j'écrivais de la poésie, ils me prenaient pour un extraterrestre. Il y en a pas mal pendant un moment qui pensaient que j'étais fou, j'étais devenu fou, qui m'avaient eu. Et puis depuis que je suis sorti, les gens, parfois sont estomaqués, sont complètement, voire parfois choqués, hein, pour certains. Voilà, comme si c'était impossible, quoi. D'avoir eu ce parcours-là et puis d'avoir appréhendé la poésie, la littérature et d'avoir ce désir, voilà, d'avoir gardé ce désir des mots. Et j'aime me définir plutôt comme poète. J'aime dire très humblement que je suis un passeur de mots. Ouais. Ok, mais devant le banquier, ça passe moins bien, non? Pour être concret. mais pour écrire, je mets pas de cagoule. D'accord. Merci Khaled. Baptiste, j'imagine que ça t'est déjà arrivé? Oui, de toute façon, moi j'ai tout mon argent sous le matelas, donc je vais pas à la banque, parce que ça sert à rien. Confier ça au banquier aujourd'hui. Et c'est pas pour les centaines de milliers d'euros qu'on gagne que on peut aller à la banque. Non, en réalité, la première question qui vient le plus souvent, c'est « Ah ouais, c'est super, mais tu vis de quoi ?» Ou « Tu vis de ça ?» Évidemment, la réponse est non. Et alors, qu'est-ce que tu fais vraiment, quoi, dans la vraie vie, en fait, pas dans ta tête? Et la réponse toujours pareil, de la poésie, quoi. Et la question continue, oui, mais tu vis de quoi? Voilà, donc après, on répond ce qu'on veut, hein. La CAF, des rencontres à l'NPJJ, des ateliers d'écriture, voilà, un petit boulot Franprix, des trucs, on se débrouille, hein. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais tué un de mes parents pour hériter, voilà, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est marrant parce c'est vrai qu'il y a une fascination. En fait, les gens sont contents qu'on réponde oui, mais après, ils ont du mal à se projeter dans la vie telle qu'ils la conçoivent, c'est-à-dire souvent quand même de façon un peu normative, hein, on va pas se mentir, et ça les angoisse tout de suite. Je veux dire, effectivement, moi je choisis une vie où j'ai pas de crédit voiture, je change pas mon iPhone toutes les 5 minutes, j'ai pas d'enfant, pas encore, j'ai pas de PEL. Enfin, je minimise vraiment les trucs qui m'intéressent pas. Et voilà. Mais alors après, j'ai pris un CV quand même. On sait jamais s'il y a un poste qui se libère à l'NPJJ. J'ai fait beaucoup de sciences sociales. S'il y a une chaire qui s'ouvre sur sociologie de l'art et de la culture ou méthodologie de l'expression écrite, je suis là, je suis chaud. Hein. Je peux faire cours de boxe aussi. On partage ça avec Khaled, on a fait de la boxe, tout ça. Pêche à la truite aussi, si jamais. Mais ici, il n'y a pas trop de rivières à truite, je crois.
C'est pollué un peu, non, les trucs. Ici, non, il y a d'autres phénomènes, il y a d'autres spécimens. Je pêche du brochet, la perche, des trucs comme ça. Et puis voilà, sinon, je fais bien la cuisine, si jamais. On peut trouver des trucs. C'était pas prévu dans l'exercice, ça. Non, je rigole. Ah non, c'est la galère, la poésie. Oui, t'as raison. On sait jamais, on lance des perches. Hein. Ça me fait penser à je viens pas pour rien. Hein. Ça me fait penser à ce que tu dis, parce que moi j'aime beaucoup l'éthologie, tu vois, et il montrait que notamment dans les colonies de fourmis, ils avaient découvert qu'il y avait des fourmis qui travaillaient pas. Tu vois. Alors qu'on nous a toujours dit que les fourmis travaillaient. Tu vois, c'est soit t'es ouvrière, soit t'es combattante, soit t'es reine. En général, les reines, il y en a qu'une. T'es en train de dire qu'on travaille pas? Non, attends, c'est pas ça. Non, attends, je vois venir. Est-ce que vous êtes... Non, attends, laisse-moi terminer. Parce que déjà, qu'à la télé, on nous traite de cafards, hein, Pascal Pro, tout ça, et toi, des fourmis. Non, attends, mais c'est noble, la fourmi. Oui, j'adore les insectes. Est-ce qu'on peut dire vous êtes un peu sortis de la fourmi? Quand tu dis tout à l'heure que les personnes qui... Parce que tu dis qu'il y a un côté fascinant. Alors peut-être fascinant, peut-être le côté bohème à l'ancienne, mais il y a peut-être aussi le côté... Ouais, enfin, concrètement, aujourd'hui, il faut être propriétaire. Tu vois, il faut avoir un compte, faut avoir. C'est quoi, propriétaire? Réussir. Tu comprends, dans l'immobilier. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté sortir de la fourmilière, en ayant conscience de le faire, quand même, en te disant je fais de la poésie? Oui, mais ça rejoint quand même ce que disait Khaled au début. C'est-à-dire, c'est pas forcément volontaire. Moi, je suis pas arrivé à l'écriture pour me dire. Voilà, je vais faire le malin, je vais faire un pas de côté, je veux pas être comme les autres. C'est pas ça l'idée, hein, c'est vraiment juste. Pour l'instant, je peux pas faire autrement. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait me lever le matin, me coucher le soir, etc. J'ai besoin d'écrire. Et voilà, c'est ça que je fais. Mais c'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Après, effectivement, je conçois que ça devient plus difficile si on est lié, oui, au système de façon plus traditionnelle, si on a plein de crédits, s'il y a trop de trucs à payer, si on a une famille nombreuse, si ceci, cela, c'est plus compliqué, ça c'est sûr. Il faut s'organiser pour pouvoir faire ça et tout le monde ne peut pas le faire. Bon. Donc c'est des choix de vie dont il faut assumer les conséquences aussi, mais c'est pas du tout pour faire le malin. C'est vraiment parce que en vrai, d'un point de vue sociologique, on ne peut pas sortir de la fourmilière. Il n'y a pas de dehors à la société. Mais il y a des petits espaces qu'on peut créer ou recréer, dans lesquels on peut un petit peu trouver des formes de liberté, quoi, ou des formes ou du moins mieux supporter le monde dans lequel on vit, qui n'est pas toujours évident, quoi. Ouais, ça me fait penser à un sociologue qui s'appelle Bernard M et qui parle, lui, de la talvera, c'est la bordure du champ. Donc c'est pas mal. Enfin, pas ce que j'ai dit, mais ce que tu viens de dire, évidemment. Oui, vas-y, Khaled. Je voulais juste rajouter, quand on me demande aussi, par rapport à la poésie, intramuros aussi, quand j'ai commencé à écrire de la poésie, puis j'ai commencé à remonter un petit peu le temps pour savoir quand est-ce qu'était née la poésie. C'est une façon aussi pour moi de résister. Être poète, c'est aussi résister au totalitarisme, aux extrémismes. Voilà, c'était une façon aussi aujourd'hui dans la société de résister, au-delà de libérer des émotions, de parler de ses failles, de mettre des mots sur la vie, sur ce qui me touche ou ce qui me met en colère. C'est aussi, j'ai appris que beaucoup de poètes, notamment Blaise Sandrard, dont j'ai eu le prix, qui a perdu une main dans une tranchée en 14-18, Guillaume Apollinaire et bien d'autres, résister. Et ça m'a parlé, à moi qui étais à l'intérieur. Voilà, ça me permet de résister aussi, la poésie. Merci Khaled. Alors je sais qu'il vous arrive, et là pour le coup on va parler un petit peu de ce qui s'y passe, et notamment on est à l'ENPJ, donc on est en face de professionnels de l'éducation, notamment qu'on va qualifier de spécialisés, voilà, et donc qui côtoient, accompagnent, tentent d'insérer, c'est un mot qu'on entend souvent à la PJJ, insérer. Et donc je sais que vous animez tous les deux des ateliers d'écriture, mais je vais commencer par toi, Khaled, auprès de jeunes, et notamment de la PJJ, mais pas que. Je sais que tu fais pas que les jeunes de la PJJ. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur ce que tu as pu observer dans ces moments-là?
Qu'est-ce que tu crois que les jeunes y trouvent? Est-ce que tu as un moment ou des moments marquants dans le cadre de ces moments-là, dans ces ateliers que tu diriges? Que j'anime, ouais. Oui, que tu animes. Ouais. Beaucoup. Je crois qu'il faudrait quelques temps pour pouvoir prendre des exemples, mais je peux vous en prendre deux, par exemple, très, très puissants. Le premier, une jeune fille de 17 ans, Leïla, au lycée Louise Michel à Bobigny. Donc je raconte mon parcours en 10 minutes. Elle avait lu mon livre et à chaque fois qu'elle levait la main, c'était pour me poser des questions autour de mon père. Voilà, comment j'avais fait pour pardonner à mon père, pourquoi, à quel moment, et elle insistait. Et puis à la fin, elle choisit, puisque je leur donne des thèmes, elle a choisi le thème de l'enfance. Je leur demande s'ils acceptent de partager leur texte, puisque c'est important aussi l'oralité, hein, c'est un deuxième temps après l'écriture. Et bien sûr, je leur demande que s'ils veulent pas, s'ils ont le droit, ils sont obligés à rien, donc elle me remet son texte. La classe se vide et je lis son texte avec la professeure à côté de moi, et elle me parle d'un inceste qu'elle a vécu à l'âge de 10 ans. Elle avait 17 ans, et c'était la première fois qu'elle partageait ça à quelqu'un, à moi, alors que ça faisait 2 heures qu'on s'était rencontrés. Et là, voilà, j'étais bouleversé et je me sentais pas légitime de recueillir cette parole, très intime, très intérieure, très forte. Et puis un deuxième à l'ASE, donc à l'aide sociale à l'enfance, à Orléans-Sérène, où une jeune fille aussi de 14 ans me parle de prostitution, que sa mère l'a prostituée. Et donc je me dis, ben... alors au début je me sentais pas légitime, et puis après voilà, je me suis dit, ben, voilà, j'étais là au bon moment, quoi. J'étais juste l'élément déclencheur qui a fait que ça leur a permis d'extraire, d'expurger et de me partager quelque chose de très puissant, de très fort, de très intime. Et puis il y en a bien d'autres encore. Donc voilà, et c'est là que j'ai compris que déjà pour moi, je l'avais vécu pour moi, puisque j'avais trouvé mes propres mots de sauvetage. Et donc voilà, grâce à ces ateliers, au travers de cette transmission, j'espère très humblement, peut-être, les aider à trouver à eux-mêmes leurs propres mots de sauvetage, à mettre des mots sur leurs blessures, sur leurs failles, sur leur mal-être. Voilà, mes ateliers permettent ça, et c'est fou, quoi, de se dire, j'en suis convaincu que les mots peuvent guérir et fédérer. Merci Khaled. Baptiste, c'est pareil, on en a parlé un peu tout à l'heure, tu m'avais expliqué aussi que tu pratiquais des ateliers. Moi, avec... j'ai pas grand chose à rajouter, je pense que c'est vraiment, voilà, parce que les exemples de Khaled sont assez parlants, quoi. Et c'est ce que permet l'écriture, quand même. C'est-à-dire d'écrire ce qu'on peut pas dire, et ce qu'on peut pas dire à tout le monde non plus dans des contextes. Enfin, moi, j'ai travaillé dans des contextes très différents. À l'université, j'avais un cours de méthodologie d'expression écrite que j'ai transformé en atelier d'écriture parce que c'était absolument inutile de faire de la méthodologie d'expression écrite. Ça voulait dire apprendre aux étudiants à faire des bibliographies, des machins, etc. Mais ça, c'est bien si vous devenez chercheur. La plupart des étudiants que j'avais, c'était des étudiants en art, machin, qui rêvaient d'être comédiens ou qui rêvaient de faire je sais pas quoi, mais pas de devenir chercheur. Ils s'en foutaient de savoir faire une bibliographie avec les normes, etc. Par contre, moi, je tenais à ce qu'ils sachent s'exprimer. Parce que même si vous voulez devenir éclairagiste, si vous voulez devenir je sais pas quoi, à un moment donné, il va falloir présenter votre projet, il va falloir, etc. Et donc, savoir parler de ce qu'on fait et de qui on est, c'est important, en fait. Ça sert dans la vie de façon plus générale. Et justement, là, moi où j'étais content, c'est quand je recevais un mail, peut-être 3-4 ans après, d'anciens étudiants ou étudiantes qui écrivaient « Ah, mais monsieur, ça va, ce cours-là, je sais pas quoi, et cette référence, et machin. » Bon, ben, ça fait plaisir. C'est des mini-graines, c'est des petits trucs insignifiantes, mais si une personne, ça a pu servir à une personne, bah c'est déjà ça. C'est ce que disait Sam Hamill, un poète américain que j'aime beaucoup, qui était un ami d'Alexis Bernot, l'ami qu'on a en commun avec Khaled, qui est mort en 2018, qui est un très très grand poète américain, très peu traduit, il y a un seul recueil qui existe en français, bilingue. Et il disait que la poésie sauvera peut-être le monde, mais une personne à la fois. C'est beau quand même. Je pense que Khaled en est un exemple parfait. C'est évidemment que la poésie ne pourra pas sauver le monde, mais une personne à la fois, peut-être. Je pense que c'est pas mal que ça soit entendu ici, tiens.
Justement, dans le métier, on a une tendance à vouloir se dire quand est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on a tout fait tout le temps. Un par un, c'est pas mal. Hein, ça me semble pas mal. Alors, j'ai une dernière question, enfin j'en ai deux, il nous reste quelques minutes. La dernière, c'est un peu la question fatidique, pour terminer en restant là où on est. Alors finalement, qu'est-ce que ça serait la vie sans poésie pour vous? Enfin, et alors, s'il y aurait des choses à rajouter, qu'est-ce que vous pensez que la poésie apporte dans ce bas monde? Sujet de philo, vous avez 1 minute. À l'enfer. Khaled? Alors, en 2 phrases, je pense que la poésie apporte ce ray de lumière, cette lucarne vers la liberté, et je pense aussi qu'elle relie les uns aux autres. Ouais, du lien. Et puis, alors j'ai dit tout à l'heure que beau n'était pas suffisant pour décrire le monde aujourd'hui, mais il y a aussi cette question du monde qui détruit la beauté. Voilà, il y a des questions immenses aujourd'hui qui se posent d'un point de vue écologique, d'un point de vue de tout un tas de trucs. Bon, ben, si on peut essayer de sauvegarder ou limiter les dégâts, c'est pas mal. La beauté, c'est pas juste la beauté des paysages, des machins, c'est la qualité des rapports aussi qu'on peut avoir entre nous. C'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire ce soir ici être ensemble, discuter de la poésie et de tout un tas de choses, et après chacun repart chez soi. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment ça se prolonge ou pas? Ou on s'en fout, on s'en va scroller, on va voir un film, un machin, mais je veux dire, pourquoi on est là au fond? Ça, c'est une question que je vous pose à vous et que vous répondrez plus tard chez vous ou pas, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous n'êtes pas poétesse et poète? Si, ils le sont. Oui, il y en a certains quand même. Oui. Et on va les écouter. Oui. Je vais quand même terminer par une dernière chose, parce que je juge utile de le faire. Avec toi, Khaled, je sais que tu as des projets en cours. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Notamment en écriture, mais je sais qu'il n'y a pas que l'écriture. S'il te plaît. Alors, je propose un spectacle parce que j'ai appris que les mots se mariaient très bien avec le piano, donc je déclame. C'est une performance qu'on fait sur scène, accompagnée par Raphaël Goldman, un ami à moi. J'ai écrit un roman policier, j'ai écrit des nouvelles et j'ai écrit le synopsis d'une mini-série. Et voilà, je suis en recherche de producteurs et en négociation. Et donc c'est pas encore tout sorti, ça. On est d'accord. Ça c'est dans ta bibliothèque de 42 mètres carrés. Et dans mes projets à moyen terme, il y a longtemps que j'ai envie d'écrire un roman et voilà, j'ai commencé à travailler dessus, donc peut-être pour 2025-2026. Ça roule, merci Khaled. Baptiste. Alors Baptiste, je te propose juste une petite expérience rapide, une toute petite parenthèse, parce que j'avais quand même envie de parler de ça, mais c'est vraiment une parenthèse. Parce que tu as écrit un livre quand même qui m'a laissé un peu, comment dire, sur le cul, je vais dire comme ça. Juste si tu peux nous dire vite fait de quoi il en retourne, parce que c'est un livre donc tu as appelé Womanizer, c'est ça? Exactement. Où tu explores la jouissance féminine. Donc en quelques mots, je veux dire, tu l'as écrit il y a combien de temps? Et je vais pas te demander de quoi ça parle, mais c'était quoi l'intention? Ouais. Attends, c'était quoi l'année? Je sais plus. Il y a 3 ans, 2 ans, c'est sorti. Ouais, 2022. Bon, ben ça va. C'est récent. L'intention. Bon, c'est pas un livre sur la jouissance féminine parce que je serais mal placé pour en parler. Après, c'est un livre où il y a effectivement quand même 2 voix, une masculine, une féminine. Mais c'est un livre qui interroge la sexualité normative, on va dire, et notamment l'hétérosexualité, et du point de vue de ce qu'est la masturbation et toutes ces choses-là, et qui interroge la domination masculine et toutes les choses, bon, vous savez déjà sur l'hétéronormativité, et qui partait de ce sextoy qui est un best-seller international absolu, le Womanizer, que certaines ou certains d'entre vous connaissent peut-être. Et je vous invite à aller voir, il paraît que c'est fin. Je pense que si j'étais une meuf, j'irais direct. Mais, parce que bon, tous les retours sont absolument dingues. Hein.
truc c'est une Ferrari, enfin bon bref. Voilà. Et surtout c'est un sextoy qui est du coup, bah tu m'as chauffé, hein, moi j'y vais. C'est un sextoy. C'était une petite parenthèse. Hein, l'ouvre pas un tunnel, ça réveille des souvenirs. J'aime bien ce livre, il est chouette. Ouais, bah, le titre, j'ai trouvé qu'il était puissant. Et donc c'est un sextoy centré sur la stimulation clitoridienne. Donc c'est pas un sextoy phallique. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un god, c'est pas machin, etc. Donc on se décentre du pénis, etc. Donc c'est vraiment centré sur le plaisir féminin. Après il y a d'autres versions, c'est décliné. Il y a bon, en plein de versions différentes, mais en tout cas l'original est juste centré sur la stimulation clitoridienne. Et alors après, moi j'ai gardé ce titre Womanizer parce que c'est cet objet, mais Womanizer en anglais, ça veut dire aussi que tard, coureur de jupons, homme à femme, etc. Et donc dans le même terme, j'avais les deux faces de la même pièce. Ça veut dire la révolution féministe, entre guillemets, via la réappropriation du plaisir par les femmes elles-mêmes, et la question de la domination masculine, de l'hétéronormativité dans la sexualité, etc., etc. Même si après, bon, on va pas se mentir, hein, le womanizer, c'est aussi un produit du capitalisme, et c'est avant tout pour faire de l'argent et pas seulement pour faire plaisir aux femmes. Donc on reste quand même dans le patriarcat, mais voilà, c'était un peu ça l'idée. Je referme la parenthèse parce que on est à le NPJJ. Mais en même temps, je pense que c'est bien de parler de la sexualité avec les jeunes. On peut en parler là. Ouais. Parce que c'est comme ça que moi j'ai écrit ce livre, c'est en me rendant compte, en me posant la question avec ma copine de l'époque, en disant mais où on a appris la sexualité? Pas nulle part en fait. Les parents, c'était pas chaud. L'école, motus et bouche cousue. À peine, bon, comment on met un préservatif, vite fait. Et c'est tout, en fait. C'était entre copines, entre copains, machin, des petits trucs, des anecdotes. Et voilà, ça commençait à créer une matière. On s'est dit, bah oui, mais faut qu'on interroge ça, en fait. Alors que c'est important. Voilà. Donc, on peut aussi ouvrir une chaire de plaisir et sexualité à l'NPJJ. Ouais. Et puis voilà, je suis là. Hein. T'es venu avec plein de projets. et en termes de projets, sinon écriture, là t'as qu'un livre qui est sorti pas longtemps. Womanizer 2. non, ça j'arrête. Bah là j'ai fait les flingues et canifs, donc je vais arrêter avec les armes parce que ça. Après les sextoys. Je vais faire les nuages et les truites. Non, oui, j'ai des chantiers sur le feu. D'autres livres qui sont pas avec les armes, mais qui sont pas forcément moins durs. Et puis des projets en collaboration, un projet notamment avec Lisette Lombé. Je sais pas si vous connaissez Lisette Lombé, qui est la poétesse nationale belge en ce moment, immense poétesse, qui a publié un livre qui s'appelle Brûler, 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 chez le même éditeur où j'ai publié Womanizer, à l'Iconoclaste. Et voilà, donc là on a fait une lecture ensemble au printemps, enfin au mois de juin, et ça se prolonge un travail d'écriture à deux, et après une série certainement de lectures un peu performées comme ça, en musique. Voilà. Et puis d'autres trucs qui viendront. Hein. Merci Baptiste. Ok, bah super. Vous, hein. Eh bien, pour ma part, on a terminé cet échange. On peut passer aux questions du public. S'il y a des questions, ouais, en plus, c'est synchronisé sur l'écran. Ouais, ça suit, voilà. Alors, est-ce que vous désirez, est-ce que vous avez des questions sur des choses qu'on a dit, qui ont pu être dites, ou des choses qui n'ont pas du tout été dites? Baya? Oui. Alors, je vais m'occuper de passer le micro. Sinon, vous vivez de quoi? Par rapport au poème, quand on n'est pas dedans et qu'on n'y connaît pas grand-chose, j'avais une question sur est-ce que les poèmes ou cet art plus globalement, et comme les autres arts, on en parle en termes de consommation? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu préservé voilà, il s'agit de chansons ou on parle aujourd'hui de consommation. Est-ce que c'est la même chose ou c'est quelque chose de préservé? Alors pour moi,
Pour moi, ça reste encore un sanctuaire. Donc ça rentre pas dans la consommation, puisqu'on vend très peu de poèmes. Il y a très peu de recueils de poésie qui se vendent. C'est pas un marché qui rapporte. Donc non, ça reste quand même un sanctuaire. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté encore très sacralisé de la poésie, qui encore une fois vient de l'école, je pense, et qui a mis la poésie sur un piédestal et qui fait peur aux gens. Je pense que ça fait peur aux gens. Si vous venez au marché de la poésie qui a lieu chaque année à Paris, vous n'allez pas rentrer. Ça fait flipper en fait. Que des vieux comme ça qui se baladent. Et puis vous savez pas où regarder. Alors qu'il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs aussi. Ça change. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Mais c'est vrai que c'est pas encore entré dans les mœurs. Se dire tiens. On va kiffer, on va s'acheter un petit livre de poésie, là, ça va être cool. On va se mettre bien ce soir, quoi. Et non, parce que puis les livres sont quand même chers. Là, cette collection-là, moi, je tenais, vraiment, ça me tenait à cœur de faire un petit texte dans cette collection chez Maelstrom en Belgique, parce qu'il y a qu'eux qui ont une collection qui coûte 3 balles. Ça coûte 3 balles, ce truc. Alors, certes, il n'y a pas la tranche sur le côté, c'est un peu en mode punk, fanzine et tout, mais c'est 3 €. C'est génial. Je veux dire, même si vous n'avez pas 3 balles ce soir, je vous le donne, je m'en fous. Ça circule, donc il y a des choses comme ça qui existent. Mais après, moi j'aimerais que ça devienne quelque chose de consommation courante, quoi, comme on achète des Kinder Bueno ou je sais pas, mais bon. Je sais pas si on a répondu à la question. Non, mais du coup, ça m'emmène à une autre question de dire, mais parce que tu disais, si on va à Paris, on a la trouille parce que c'est très sanctuarisé et tout. Donc, il n'y a rien qui est fait pour que ça devienne de l'éducation populaire. Peut-être les ateliers d'écriture, mais c'est peut-être encore autre chose. Je sais pas. Ouais, alors après ça, effectivement, il y a des choses, il y a les choses institutionnelles, on va dire, et puis il y a d'autres choses que là, il y a quand même une jeune génération qui s'empare du truc, qui commence à faire des lectures aussi plus performées, avec de la musique, des formes un peu neuves, qui revitalisent, comme ce que fait Raled, par exemple, avec Raphaël. C'est des choses qui tournent pas que dans des lieux où il y a la poésie. Moi, quand Jamel m'a proposé la rencontre ce soir, j'étais très content justement de venir ici. Je me dis, mais ça c'est cool. Parce que je veux dire, des lieux de poésie pour la poésie avec des poètes qui parlent poésie, il y en a pléthore et c'est chouette. Mais c'est bien d'élargir. Venir ici, c'est génial. Et donc oui, il y a des ateliers, puis il y a des trucs quand même qui se créent. C'est un monde vivant, mais c'est vrai que c'est pas encore assez démocratisé, on peut dire. Alors même qu'il y a tout un tas de trucs qu'on peut acheter, qu'on peut lire, qui sont tout à fait accessibles, que n'importe qui peut lire. Qui sait lire, peut lire. Et bon, mais ça va prendre du temps, mais on y travaille. On y travaille. Et Sarah, ouais. Je peux le passer par là ? Moi, ma question, elle va être double. C'est est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose à dire pour faire de la poésie, puisque vous avez critiqué apparemment la poésie métrique, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois de la beauté dans la technique? Est-ce que parfois la beauté ne se suffit pas à elle-même pour être appréciée finalement? Mais ça devait pas s'arrêter à cette truc, ça. Ah ouais, c'est un coup monté. Oui. Si vous vous rappelez bien, moi j'ai pas dit qu'il fallait pas que ça existe. J'ai seulement dit que pour moi il fallait pas qu'il y ait que ça, quoi. Mais en fait, si je vois quelqu'un virtuose du violon ou quelque chose, il va me toucher sans que j'ai besoin de maîtriser les codes. Peut-être un truc qui me touche moins, peut-être un autre moins. Ou peut-être une image, ou peut-être un film. Mais
pour moi, c'est un peu bizarre d'utiliser les mots en les vidant presque de leur substance, qui est quand même de véhiculer une histoire ou du sens. Après, je dis pas, il y a des choses... Voilà, il y a un poète que j'aime beaucoup quand il performe. C'est très musical, justement, c'est très métrique, il est génial. Mais après, sa poésie me parle pas du tout. Je sais pas quoi en faire, je lis ça... J'ai pas d'émotion, j'ai pas de truc. Après, j'aime bien le voir lire, c'est chouette. Mais je vois ça, bon voilà, comme je vois autre chose. Quelqu'un qui fait le poirier pendant une demi-heure, c'est cool. Mais ça me suffit pas. Après, chacun son truc, il n'y a pas de... Juste pour ta première question, alors c'est ce que je pense moi profondément. Si tu as quelque chose à partager d'authentique, que ça soit quelle que soit la forme, qu'elle soit métrique ou forme libre, je prends. Parce qu'il y a ton authenticité et ta singularité. Oui, évidemment, il y avait l'autre question, oui, qui était est-ce qu'on est obligé d'avoir des choses à dire, machin, bon. On n'est pas obligé d'avoir des trucs vécus, des trucs fous pour écrire, effectivement, mais après, si vraiment, vraiment, vraiment on n'a rien à dire, ça dépend de ce qu'on entend par avoir quelque chose à dire ou pas avoir quelque chose, mais si vraiment, vraiment on n'a rien à dire, bah, vaut mieux rien dire, hein. Parce qu'il y a déjà pléthore de trucs qui se disent, rajouter du rien sur du rien, bon, voilà, c'est un peu... Parce que ça aussi, il y en a aujourd'hui, il y a pléthore de poétesses, poètes, Instagram, machin, ça foisonne, il y a des trucs super, il y a des trucs... c'est cool pour les likes, mais je veux dire... Bon, je ne veux pas rentrer dans un autre débat ici. Ça marche pas. Ok. Moi, j'ai deux questions. Comment vous écrivez un poème? Est-ce que ça vient d'un coup et vous l'écrivez en entier? Est-ce que vous revenez dessus? Et ma deuxième question, c'est quoi votre endroit préféré pour écrire? Endroit ou moment? Endroit. Bon. Vas-y, hein, Khaled. Moi? Non, mais je viens de parler. Vas-y. Eh ben, des fois même avant d'avoir le poème, j'ai un titre dans la tête. Comme pour que celui que Stéphane va déclamer, Face contre sable. J'ai des poèmes comme ça, que le titre, il est arrivé comme ça, dans la nuit, comme ça, d'un seul coup, j'ai le titre. Et puis, d'un seul coup, je me lève et j'ai mon poème. Et des fois, je vais travailler. Je vais revenir sur ma table d'écriture. Une fois, deux fois. 2-3 jours après, je vais changer un mot parce que d'un seul coup, voilà, je me dis, tiens, c'est pas ce mot-là qu'il faut mettre, c'est un autre. Donc voilà, des fois, je travaille. Et des fois, ça s'impose à moi comme ça. Et l'endroit? L'endroit... Alors j'ai écrit beaucoup à Intramuros, donc j'étais dans une cellule, mais les brumes de l'aube m'inspirent beaucoup, donc déjà c'est le matin. J'aime écrire le matin. Et l'endroit, dans la nature. Que ça soit dans un parc, sur un banc, que ça soit dans un bois, enfin voilà, je suis très inspiré, parce que j'ai besoin de silence pour écrire. Moi qui ai vécu dans un endroit bruyant pendant presque un quart de siècle. Donc voilà, j'écris beaucoup dans des moments, dans des endroits comme ça, dans des espaces où j'ai besoin de l'espace. Et la solitude, bien sûr. Bah moi, pour la première question, ça dépend des projets. C'est des projets où je travaille une thématique qui ensuite devient une ou deux questions. Et donc, ça se prolonge tant que... je produis de la matière et ensuite un travail de découpage, de montage, etc. Bon. Et après, il y a des recueils qui sont plus écrits, des poèmes épars, mais qui peuvent ensuite, dans le travail de montage, sont quand même reliés à une ou deux thématiques. Voilà, Canif, s'il y a plus des choses un peu
différentes, mais qui se rassemblent. L'Irrésistible odeur des flingues, c'était plus un one-shot sur cette question de l'écriture, de l'Irak, tout ça, machin. Womanizer, bah, c'est pareil, c'est une thématique voilà, qui a été développée, qui aussi des fois demande de la recherche, parce que les sciences sociales, ça m'a arrivé dans l'écriture par les sciences sociales, m'est resté cette histoire de recherche. Il y a beaucoup de travail où je me documente beaucoup sur des choses, sur des thèmes, sur des questions. Et puis voilà. Et comme Raled, moi j'écris le matin maintenant. Quand j'étais jeune, je pouvais écrire n'importe quand, la nuit, machin. Maintenant, c'est vraiment le matin. Enfin, disons, c'est la première chose que je fais quand je me lève. Et ça peut durer 2 heures, ça peut durer 8 heures, ça dépend des jours. Mais c'est la première chose, parce que le matin, c'est vraiment là où le corps est le plus disponible. Voilà. Et j'écris principalement chez moi, j'ai un endroit dédié. Après, dehors, ça m'arrive mais plus de prendre des notes ou des petits trucs. Sinon, pour ce qui est l'écriture pure et dure, c'est à la maison. Alors, moi, ma question, ça va plus être une recherche de conseils, finalement, dans un contexte où, professionnellement, on est confronté à des jeunes pour qui s'exprimer, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile. Des fois, ils n'ont pas forcément les billes pour savoir comment le faire. Et moi, j'aurais aimé vous demander comment vous nous conseilleriez de faire pour essayer de vendre, finalement, la poésie comme moyen d'expression pour ces jeunes auxquels nous, on se confronte, notre public. Peut-être pas forcément le vendre comme poésie, mais vendre l'écriture comme un outil et le langage comme un outil important. C'est-à-dire essayer de faire passer l'idée que réussir à nommer les choses, c'est s'approprier le réel aussi. C'est pouvoir regarder en soi, c'est pouvoir sortir des choses, c'est pouvoir... donc c'est un outil, et plus cet outil grandit, plus on apprend à le maîtriser, comme n'importe quel outil, plus on devient performant, mais pas au sens capitaliste, au sens de pouvoir s'approprier le monde. Parce que plus on sait nommer de choses dans la vie, dans le monde, plus on... C'est pas seulement de la connaissance, c'est vraiment une prise sur le réel. Et ça, oui, essayer de faire sentir ça par des exercices très simples, faire des listes, faire je sais pas quoi, mais surtout pas présenter comme un truc de surplomb. C'est pas là, on s'en fout de l'orthographe, on s'en fout de la grammaire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le geste. Parce qu'écrire, c'est aussi un geste, c'est surtout un geste. C'est pas que ça se passe pas dans la tête, c'est quelque chose qu'on sort. C'est un truc qu'on fait, soit avec le papier, soit l'ordinateur, ce que vous voulez, même le téléphone. Mais du coup, c'est vraiment, voilà, faire ce geste, déjà on rentre dans quelque chose et peu importe ce qui sort. Même si les gens, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, ils n'ont pas beaucoup de culture, ils n'ont pas ça, c'est plus tard, c'est pas grave. Mais déjà, voilà, d'écrire des choses très simples. Oui, puis ça permet pour les jeunes d'affirmer leur existence. Ça permet aussi, en dehors de libérer leurs propres émotions, comme je vous disais tout à l'heure, les blessures, donc de mettre un peu de lumière à l'intérieur d'eux-mêmes, ou même de la lumière sur un côté obscur. Et puis non seulement ça fait du bien, mais aussi ça crée du lien. Je le vois dans les ateliers, ils arrivent, ils sont un petit peu, puis au bout de 2-3 exercices d'écriture adaptés selon le public que j'ai, d'un seul coup, ils se lâchent, ils se détendent. Et il sort des choses incroyables. Même au premier atelier, je suis tout le temps gratifié de voir les textes qu'ils écrivent. Donc voilà, il faut aller pas par pas, quoi. Et puis tu te rappelles à Châteauroux, il y avait un jeune, je sais plus comment il s'appelle, qui était très fermé, très... Jason, ouais. Il avait une violence intérieure, même pour dire bonjour, même pour... Et en fait, après, il a lu, une fois qu'il a lu, il s'est ouvert, une fois que c'est... Bon, bah, ça, c'est déjà magnifique. Parce qu'il y a des jeunes, enfin, ils sont loin. Ils sont très, très loin. J'ai une petite interrogation par rapport à votre façon d'écrire. Parce que là, vous avez dit que vous écriviez que le matin. Vous n'avez pas
peur de louper quelque chose. Et je voulais savoir si vous écriviez sur papier ou sur ordi ou téléphone et si vous voyez une différence entre les deux. En tout cas, pour moi, l'ordi, j'avais essayé un petit peu intramuros, mais c'était compliqué. Comme j'étais DPS, on prenait l'ordinateur tous les 15 jours pour le fouiller, on me le vidait, donc j'en ai eu marre. Et je vais très bien avec le papier, donc j'écris toujours sur papier. Alors, j'écris le matin, mais des fois j'ai des jaillissements comme ça, des inspirations. J'ai tout le temps un calepin sur moi. Donc voilà, ça m'arrive aussi de coucher des mots aussi la journée, peu importe l'endroit, même la nuit, ça m'arrive de me réveiller. Parce que voilà, d'un seul coup, je suis poursuivi par quelque chose et il faut que j'aille l'écrire. Mais c'est vrai que c'est surtout le matin, les gros morceaux que j'écris le matin. J'ai oublié tout à l'heure de dire aussi, pour compléter, que j'écris beaucoup sur ma terrasse aussi. J'ai la chance d'avoir une terrasse, une grande terrasse, et je suis un petit peu au-dessus. Je suis au 7e, donc voilà, j'ai l'impression de toucher un peu le ciel, d'être avec les étoiles. Moi, j'écrivais beaucoup sur papier avant, quand je faisais pas que ça. Maintenant que je fais un peu plus que ça, c'est vrai que j'écris quand même beaucoup. C'est souvent sur l'ordinateur, directement. Ça, quand je suis chez moi, après, évidemment, je suis dehors, j'ai besoin de prendre des notes. Soit j'ai un carnet, j'ai toujours un carnet ou un bout de feuille qui traîne, soit le téléphone, pareil, mais pour prendre des notes. Mais par contre, j'écris pas un livre sur le téléphone. Il y en a qui font ça, et qu'après ils disent « Ah oui, j'écris mon livre sur le téléphone ». Bon, ça change rien, on s'en fout, mais ça donne pas un plus. C'est juste, c'est cool. Voilà, un livre écrit sur l'iPhone. Bon, ben d'accord, bravo. 15 €. Bravo. Oui, alors j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres questions, mais comme ça nous permet d'enchaîner. Je suis obligé d'être un peu strict, puisque là on vous propose une petite expérience pour terminer, collaborative, mais qui est déjà collaborée, et où on va avoir quelques passages de texte de la controverse family. Mais pour que ça passe mieux et pour qu'on soit dans une ambiance plus chaude, on va dire ça comme ça, je vais aller éteindre les lumières. Et ensuite, non mais les lumières, tu vas voir Andy, t'inquiète pas, c'est pas Fort Boyard inversé, hein, calme-toi. Non, il a eu peur Andy, ça y est. Non, je l'éteins, mais tu peux voir quand même, ça va ? Et donc des textes lus par par la famille, parce qu'on l'appelle comme ça nous. La controverse, c'est une famille. Donc là, c'est la famille qui va lire. Ok ? Ben merci. Et vous pouvez commencer. Bravo, hein, on les applaudit. C'est bon, ça fonctionne. Tu bêtises trop. C'est bon ? C'est à vous, oui. Ok. L'éditeur a lu quelques pages devant moi. Il a dit désolé. Il a dit ce n'est pas pour moi. Il a dit je ne suis pas Marie-Claire. Il a dit c'est pour les bonnes femmes. Il a dit je fabrique des livres, de la littérature. Il a dit pas de l'autofiction. J'ai remballé mon manuscrit. C'était un 4 novembre. J'ai remonté le boulevard Saint-Germain. J'ai reconnu Constance Debré qui mangeait des cacahuètes ou quelque chose du genre à 2 pas d'un arrêt de bus. Je me suis permis de lui dire merci de vive voix pour ces 2 bouquins pleins d'amour, pour ces 2 bouquins pleins de vie. Elle avait l'air touchée, m'a dit que les épreuves de nom étaient dans son sac à dos. Elle avait un beau sourire tendre qui m'a tenu longtemps en vie, le reste de la journée. Puis, je me suis souvenu de cette phrase dans son roman Playboy. C'est pas qu'il soit coupable qui me fascine, c'est de voir à quel point ça peut être minable un homme. Puis, aussi, du matin où j'ai eu l'assurance en me levant d'avoir été une femme mal baisée dans une autre vie, ou peut-être une chienne de compagnie qui faisait waf waf quand son maître lui parlait mal. Ne suis-je d'ailleurs pas née en Chine, l'année de la chienne ? Et j'ai pensé aussi
à ce vieux poète universitaire à la retraite qui trouvait vulgaire le mot entrejambe en poésie, mais jamais quand il s'agissait d'imaginer glisser ses mains dans la culotte des étudiantes. Et puis un autre encore, dont on a découvert qu'il cachait un charnier sous chacun de ses poèmes. Franquiste ou nazi, personne n'a jamais su. Même entre les lignes, le corps de Federico, toujours introuvable. Es-tu fou? Vraiment libéré? Après avoir pris 45 points de suture, fais la moitié. Te voilà volontaire entre nos murs? Toi, l'enfant affamé, toi, le braqueur de la survie, toi qui de l'enfer t'es évadé, toi, l'idole des gamins et des ennuis, tu dis, il faut se parler. Il faut s'excuser, encore et encore. Recommencerais-tu si tu savais que tu serais un jour témoin de Sycomore? Oui, Khaled, tu es fou. Fou de croire qu'on peut se pardonner, que la société veut encore de nous, juste avec quelques vers inspirés. Pourtant, en poète métamorphosé, tu es comme un sac de plumes modèle. Je t'en prends une pour t'écrire mon respect et les autres pour me confectionner des ailes, car c'est toi qui as raison. À ces années ardues, perdues, loin de tes enfants, de ta maison, tu donnes un autre sens à la rue. De l'enfant qui a grandi sans amour, à l'homme qui sait mieux qu'un autre en donner. De ta générosité de chaque jour, tu me redonnes l'envie d'espérer. Merci Khaled, Christian. Comme chaque matin, je me réveille oppressée de l'intérieur. Comme chaque matin, la prison abolit les murs, entre l'âme et le corps. Comme chaque matin, j'oscille entre les larmes et les cris, le désespoir et la mort, le pendule et le pendu. Faute de me mouiller, pour lutter contre la pègre du 47, j'appris à lire et à écrire les jours de pluie. À l'école élémentaire, nous avions des correspondants au Liban, des enfants de notre âge, en pleine guerre civile, qui ne souriaient pas beaucoup sur les photos, même si, dans l'amnésie d'être pays, c'était encore l'âge d'avoir des rêves, comme me le dirait plus tard la poétesse Nada Satouf. Je ne savais pas que j'irais en ZEP. Ici, l'arabe du futur n'était pas encore né, qu'il avait déjà redoublé 2 classes et écopé d'autant d'heures de colle que de cadavres durant l'opération Litanie. Pan, 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 disait-on là-bas dans la cour des grands. La langue fourchue comme une serpe, aiguisée sur les crânes de l'ennemi, Sabra et Shatila, dans l'humiliation internationale, l'année de ma naissance, comment ne pas s'en souvenir, sans pour autant se faire traiter d'antisémite. Mais nous étions encore des gamins, au collège, des minus errant dans les couloirs de l'éducation nationale, parmi quelques 800 000 âmes tutsis au bas mot, tandis que nous rêvassions en cours d'histoire, attendions la récréation comme de bons petits soldats. Qui d'entre nous pensait encore à Tchernobyl à ce moment-là? Nous avions tous des boutons, comme les légumes qu'on trouvait au mammouth, qui nous semblaient toujours disproportionnés. Tout venait de là, pensait-on, et disait-on. Regardez ces légumes, ils viennent de Tchernobyl, des jardins de Pripyat. Ah, l'Ukraine. C'était en 1986. J'avais 4 ans. Je n'étais pas encore chômeur. Comme on pouvait s'y attendre, j'arrivais au lycée plus idiote qu'à la maternelle, car le pays lui-même devenait plus idiot. Ses politiciens, ses économistes, ses journalistes et intellectuels, ses poétesses même, qui ne savaient plus mettre un mot devant l'autre pour dire la vérité. C'est ainsi que je redoublais ma seconde, pour mieux comprendre de quoi il retournait, quand les gouvernements disaient aller de l'avant et on ne savait jamais si nous devions entendre le passé ou le futur. Marty McFly ou John Connor. J'entrais à l'université, un skateboard sous le bras, la tête déjà pleine de débris. Des premiers grondements du siècle. Nuée de B-52 en maraude, à l'autre bout du ciel, lâchant de temps à autre quelques proutes destructeurs,
sur des peuples lointains dont on ignorait tout. Sam Hamill, assis dans l'obscurité de son propre pays, écrivant le poème de New York. Et tous ces cadavres sur le papier que nous n'avions pas vu venir, à qui il fallait pourtant bien ouvrir les bras. Face contre sable. Il fuyait la guerre et ses atrocités. C'était un réfugié, il venait de Kobané, une terre assiégée. Durant le périple, pour rejoindre l'Europe, il avait pour seule couverture le ciel et les étoiles, pour unique matelas, les pierres et la terre. Sur une mer chahutée, son bateau a chaviré, son père n'a pu le sauver, on l'a retrouvé échoué. Face contre sable, joue à demi immergé, les bras le long du corps, il ne jouait pas, il ne dormait pas, le petit garçon sur la plage. Il était mort le Gavroche, linceul d'émotion, à la face du monde. Il s'appelait Aylan, il avait 3 ans. Il ne dormait pas, il ne jouait pas, le petit garçon sur la plage. Je t'avertis, je ne crois pas au destin. J'ai déjà du mal avec la famille. La mienne ou la tienne, les deux, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu ne veux jamais rien savoir de moi? Ce ne ferait qu'empirer les choses. Écoute, j'ai apporté des sandwichs, j'ai pas pu résister. Puisqu'on est censé tout se dire comme dans un film iranien. Tu te souviens où une jeune fille mange son hamburger sous la pluie, je ne t'abandonnerai jamais, tu sais. Il est des îles qu'on ne voit qu'après les avoir quittées, comme il est des peuples qu'on ne voit qu'après les avoir massacrés. Que c'est long le présent quand on n'a plus d'avenir, que c'est long la peine quand on n'a plus de larmes, que c'est long une lettre quand on n'a plus de mots, que c'est long la nuit quand on n'a plus de rêves, que c'est long le manque quand personne ne vous attend, que c'est long le silence quand personne ne vous regarde, que c'est long un cri quand personne ne l'entend, que c'est long la vie quand on n'a plus d'amis, que c'est long, que c'est long. Au creux de sa main. Quand j'avais 7 ans, je flânais avec mon père, dans les avenues de la comédie humaine, avec le sou du petit salaire pour dénicher la bonne affaire. De peur de me perdre, avant de fendre la foule dense, il prenait ma main dans la sienne, un étau. Derrière son dos, large et massif, tiré, traîné et bâilloté, je volais léger au-dessus des pavés, comme un monarque sous le vent. J'en profitais pour caresser du bout des doigts de ma paume lisse, la sienne rugueuse, sûre à l'ouvrage. J'en suivais les lignes et les méandres, m'arrêtant pour jeter l'encre. À chaque delta, à chaque presqu'île, de ses veines jusqu'à sentir battre son pouls. En cet instant de grâce, lié et uni comme jamais, j'aurais aimé habiter et vivre au creux de sa main. De cette main qui protège et qui parle, de cette main qui hier soir encore me frappait. Peut-être mon père avait-il senti lui aussi les 1000 points de suture sur la paume de mon âme. Sur le retour, il avait plu. Il m'aidait en me tirant vers le ciel à enjamber de grands troupeaux de nuages d'eau. Il y avait pourtant un autre chemin, une autre issue. Je ne sais comment, ni par quel miracle, je suis sortie de cette peau. Dans un coin de ma cellule, cette mue, enfin desséchée. Observer la brume, épaisse et dense, avec sa lenteur sûre, descendre, enveloppée derrière sa cape blanche, pour un instant. Un instant seulement, la misère qui colle au mur de la prison centrale.
La tête pleine de soucis, de pensées torturées, de songes oppressés, je regarde la prison, endormie. En contre-champ des barbelés, j'aperçois mon reflet. Je vois monter des flammes dans mes yeux. Mon cœur s'embrase. Je tire le rideau, comme hier et avant-hier, m'assieds devant un cahier. J'ai besoin des mots pour éteindre les flammes, besoin des mots pour nous écrire à deux. Me revoici devant ma table d'écriture, à l'heure où se dissipent lentement les brumes de l'aube avant de disparaître dans le ciel, et personne pour voir ça. Le silence est là, bien présent, la prison somnole. Durant mes jours de permission, je me précipitais chaque matin à la fenêtre du salon, pour grimper telle une vigie sur le mât d'un bateau et scruter l'horizon sur les toits de Paris. Chaque fenêtre éclairée était pour moi un phare. Chaque forme humaine, une rencontre visuelle qui se passait de mots. Après avoir voyagé à 360 degrés avec les yeux de la première fois, je descendais prendre un double expresso au café du coin, en prenant soin de saluer chaque quidam que je croisais. Je m'installais à la terrasse, le jour à peine levé, dans l'air tranquille du petit matin. Je me sentais bien, l'esprit aérien, l'âme apaisée, dans ce nouveau monde. J'observais la comédie humaine se déployer sous mes yeux. Je retrouvais ma place comme un semblant d'humanité. Ça me faisait du bien de me sentir à l'intérieur de l'intérieur. De ne plus être une parenthèse, un matricule, un dossier. Je sentais vibrer à nouveau la joie d'exister. Un miracle. Quand la prison aurait pu me tuer, ma peine me détruire. Car à plusieurs reprises, j'ai failli sombrer dans la violence, la haine et le ressentiment. Seul, contre tous, claquemuré des années dans une cellule à l'isolement. Mais Dieu merci, ils n'ont pas réussi à me couper totalement de moi, totalement des autres que je portais en moi. Ces liseuses fragiles qui éclairaient chaque nuit ma solitude, mon désarroi. J'ai écrit de la poésie pour le monde et pour moi. Et rien, pas un mot pour toi. Pourtant, j'ai des mots, tant de mots, en moi, pour toi, que je ne t'ai pas écrit, que je ne t'ai pas dit. Alors pourquoi attendre que tu sois parti pour te dire ce « Maman, je t'aime » qui reste collé au fond de ma gorge et qui remonte plus je vieillis. Pardonne-moi, maman. Maintenant là, au seuil de l'instant, je suis redevenu le petit garçon qui venait te réciter des chansons. Tu m'écoutais, le dos tourné, occupé à racler nos casseroles dans l'évier, les yeux rivés sur mon cahier. Et lorsque tu te retournais, pour me reprendre ou me féliciter, ta voix si douce me rassurait, et mon visage si renfrogné, toujours s'illuminait. Pardonne-moi, maman. De n'avoir pu parer les coups, j'avais si peur, bien pire que du loup, les os si frêles, les bras si petits, impuissants devant ton corps meurtri. Pardonne-moi, maman, d'avoir soigné mes écorchures en oubliant tes bleus à l'âme et de n'avoir su te préserver de mes ennuis, de mes soucis, que je peux compter sur cette photo dans tes cheveux gris. Pardonne-moi, maman. On loue généralement la poésie pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle n'est pas et même pour ce qu'elle se refuse à être. Étrange paradoxe qui s'explique aisément. On loue la poésie au nom de l'idée qu'on se fait d'elle et qui pour la plupart d'entre nous a été conçue sur le fait de quelques poèmes aléatoirement rencontrés et indiqués comme modèles. On comprend donc que, faute d'y être allé à voir de plus près, l'idée que le commun des mortels se fait de la poésie soit nécessairement réductrice, simplificatrice et le plus souvent lénifiante. Que dit-elle? Vous le savez. D'abord que la rime et le vers compté sont l'habit qui fait le moine, mais aussi que la poésie est une folle danse charmante, qu'elle fait du bien, qu'elle console,
qu'elle cajole, qu'elle fait rêver, qu'elle fait chanter les mots, qu'elle permet d'échapper enfin à la dure réalité, qu'elle enjolive, qu'elle rassure, mais encore et simultanément que, lointaine, elle complique la langue à l'envi, qu'elle se complaît à l'obscur, qu'il faut le savoir d'un initié ou la grâce d'un prédestiné pour en déchiffrer l'énigme, bref, qu'elle est, dans sa majeure partie, tout bonnement incompréhensible au kidam ordinaire. Or, il se trouve qu'à chacune de ces assertions, on pourra opposer 1000 poèmes qui la démentent. Dis-leur, un oiseau passe, éclair de plume, dans le courrier du crépuscule. Va, vole, et dis-leur que tu viens d'un pays formé dans une poignée de main, un pays simple comme bonjour, où les nuits chantent pour conjurer la peur des lendemains. Dis-leur que nous sommes une bouchée répartie sur cette île, comme les 7 couleurs de la semaine, mais que jamais ne vient le dimanche de nous-mêmes. Va, vole, et dis-leur que les marais servent la serrure de nos mémoires, que parfois le passé souffle pour attiser nos flammes, car un peuple qui oublie ne connaît plus la couleur des jours. Il va comme un aveugle dans la nuit du présent. Dis-leur que nous passons d'île en île sur le pont du soleil, mais qu'il n'y aura jamais assez de lumière pour éclairer nos morts. Dis-leur que nos mots vont de créole en créole sur les épaules de la mer, mais qu'il n'y aura jamais assez de sel pour brûler notre langue. Va, vole, et dis-leur qu'à force d'aimer les hommes, nous avons appris à aimer l'arc-en-ciel. Et surtout, dis-leur qu'il nous suffit d'avoir un pays à aimer, qu'il nous suffit d'avoir des contes à raconter pour ne pas avoir peur de la nuit. Il nous suffit d'avoir un chant d'oiseaux pour ouvrir nos ailes d'hommes libres. Va, vole, et dis-leur. C'est la fin. La tournée des mots de l'ombre. Dans une coursive au parquet ciré, un vieux chariot grince, croule, roule, et puis s'arrête comme soulagé devant une porte. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Ni un vulgaire pont, ni un jour férié. Non, mieux que ça. C'est la foire aux livres, c'est le marché aux mots, c'est la tournée des mots de l'ombre, c'est la littérature et la poésie qui déboulent, qui vont et viennent de cellule en cellule avec leurs livres aux pages jaunies, tachées, cornées, froissées, trop souvent arrachées, dont plus personne ne veut et qu'on a mis au rebut. Des livres pour nous les hommes de l'ombre, des livres pour faire entrer la vie et exiler la haine, des livres pour résister le jour et voyager la nuit. Des livres pour récolter des mots et raconter son moi. Des livres pour fissurer les murs et faire passer l'amour. Des livres pour rencontrer les autres et se trouver soi-même. Des livres pour découvrir le monde et lui offrir sa paume. Des livres pour ranimer ses souvenirs et retrouver le temps de mieux penser demain. Des livres pour s'accrocher, se raccrocher à la nature humaine et espérer. Des livres pour aimer. Pourquoi écrivez-vous? Mais pourquoi écrivez-vous? Pourquoi écrivez-vous? Oui, pourquoi? 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 Tu veux vraiment que je te le dise? J'écris pour faire aboyer les chiens demi-savants de la poésie, les entremetteurs du verbe mou et des livres piégés qui n'explosent plus en bouche. J'écris pour ce type en bas de mon immeuble qui vit, dort, mange, meurt à petit feu dans sa Peugeot 106 blanche extrême comme sa solitude. Pour la vieille dame qui pleure en descendant du bus, sa belle France qu'elle ne reconnaît plus devant le collège mal armé. Où les enfants sont noirs, où les enfants sont gris, où les enfants sont jaunes, et parlent une langue qu'elle ne veut pas comprendre. Et je sais qu'elle votera Rassemblement National aux prochaines élections. Et je voudrais quand même lui écrire un poème d'amour avant de la pousser dans l'escalier et rire à mon tour de sa belle mort. Car qui n'a pas un jour rêvé de tuer quelqu'un ?
Merci. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir la famille Controverse pour la prestation. Je vous demande d'applaudir Khaled Miloudi, s'il vous plaît. Ouais, les gars, faut venir sur scène, hein. Ouais. Je vous demande d'applaudir the one and only Baptiste Pisina. Voilà. Et enfin, je vous demande de vous applaudir. Voilà. Merci d'être venus. Excellente soirée. Il y aura une vidéo de la soirée. Et on applaudit Jamel Fedar. Non, c'est bon. Ouais, vas-y. En tout cas, merci d'être là et je sais pas quoi dire. Merci. Voilà.